1996. La WWF recrute un monstre. Un vrai monstre. Pas un personnage fabriqué dans les bureaux de Stamford. Non, un homme qui a provoqué une émeute au Japon. Qui s'est fait arracher l'œil en plein match et l'a remis en place avec ses doigts pour continuer le combat. Qui a arraché l'oreille de Mick Foley. Qui a brisé le dos d'un homme avec un seul powerbomb. Cet homme, c'est Léon White, Big Van Vader. Champion IWGP au Japon, triple champion du monde à la WCW, le plus grand Monster Heel de sa génération. En 1996, Vince McMahon a un plan pour lui. En faire le champion du monde de la WWF. 3 pay-per-view, un acte narratif parfait, un règne de champion légendaire. Ce plan ne verra jamais le jour. Et ce n'est pas Vader qui a échoué, c'est la WWF qui l'a trahi. Bienvenue dans l'envers du ring. Ce soir, on ouvre le dossier classé de Vader. Avant de plonger dans ce dossier, si tu veux découvrir les coulisses que la WWE ne te montrera jamais, abonne-toi et active la cloche. Ici, on brise le kayfabe. Et si t'es comme moi, si le catch, c'est pas juste un truc que tu regardes, mais un truc qui te passionne, alors il faut que je te parle d'une chaîne. Les couloirs du catch. C'est 2 passionnés qui décortiquent l'histoire de la WWE comme personne d'autre en francophone. Les grandes rivalités, les décisions controversées, les champions oubliés. Ils en parlent avec une passion et une connaissance du sujet qui force leur respect. C'est une communauté en or et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Alors allez leur rendre visite. Le lien est en description. Vous me remercierez. Maintenant, ouvrons ce dossier. Pour comprendre ce que la WWF a détruit, il faut d'abord comprendre ce qu'était Vader avant d'arriver à Stamford. Et crois-moi, la réalité dépasse tout ce que tu imagines. Léon Allen White, ancien joueur de football américain à l'université du Colorado, un athlète de 190 kg, reconverti en catcheur à la fin des années 80. Et au Japon, Vader devient une légende. 1990, Vader fait ses débuts à la New Japan Pro Wrestling. Son premier match contre Antonio Inoki. Le Antonio Inoki, le dieu du catch japonais. Et Vader le bat en 3 minutes. 3 minutes. Le mec débarque et il écrase la plus grande star du Japon en 3 minutes. La foule perd la tête. Littéralement. Une émeute éclate alors dans le Sumo Hall de Tokyo. 15 000 Japonais qui ne peuvent pas accepter ce qu'ils viennent de voir. Mais le moment le plus dingue de sa carrière japonaise, c'est son match contre Stan Hansen. Plein combat, Hansen attrape Vader et lui enfonce le pouce dans l'orbite. L'œil de Vader sort de sa cabine. Et tu sais ce que fait Vader ? Il remet son œil en place avec ses doigts. Et il continue le match. Et il le finit. Ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un gimmick. Ce mec est une machine de guerre réelle. À la WCW, c'est pareil. Vader est le champion ultime. Triple champion du monde. Son powerbomb est tellement violent qu'il brise le dos de Joe Thurman en plein match. Un commentateur dit à l'antenne « C'était une tentative de meurtre ». En 1994, dans un match contre Cactus Jack, soit Mick Foley, Vader l'envoie dans les cordes. Cactus fait un move qu'il a fait des dizaines de fois. Il bascule par-dessus la 3e corde en se coinçant la tête entre les cordes. Sauf que ce soir-là, les cordes sont des câbles d'acier, trop serrés par l'équipe technique. Foley est étranglé. L'équipe le dégage et son oreille reste accrochée au corps. Son oreille est alors arrachée. Champion IWGP, triple champion WCW, le powerbomb le plus dévastateur du business et une agilité impossible pour un homme de sa taille. Voilà ce que la WWF recrute en 1996. 1995. Avant de parler de la WWF, il faut comprendre comment Vader est devenu disponible. Parce que normalement, un champion comme lui ne quitte pas la WCW. Vader est engagé dans un feud avec Hulk Hogan. Et sur le papier, c'est parfait. Le monstre sombre contre le héros américain. Le mal absolu contre le bien absolu. C'est exactement le contraste que le match a besoin. Et Vader est tellement dominant qu'il fait ce que personne n'a fait.
il kick out du Atomic Leg Drop de Hogan, le move de finition qui a battu tout le monde depuis des années. Vader s'en relève. Pendant tout leur programme, Vader ne perd qu'un seul match proprement contre Hogan. Un seul, il est réservé comme un monstre imbattable. Mais en coulisses, ça explose. Vader a une bagarre backstage avec Paul Under. Une vraie bagarre. Résultat, suspension. Et Eric Bischoff, le boss de la WCW, décide de le virer, juste avant un match prévu contre Hogan sur Monday Nitro. C'est la fin de Vader à la WCW, mais c'est le début de ce qui aurait dû être le sommet de sa carrière. Revenons en 1996. La WWF est en crise. La clique se désintègre. Scott Hall et Kevin Nash partent à la WCW. Le roster principal s'effondre. Vince McMahon a misé tout son avenir sur un seul homme, Shawn Michaels, le Bodywood Dream. Michaels vient de gagner le Royal Rumble de 96 et va affronter Bret Hart à WrestleMania 12 pour le titre. Mais pour que le babyface brille après WrestleMania, il lui faut des adversaires. Des vrais adversaires. Des monstres crédibles à vaincre. Et le monstre le plus crédible de la planète vient d'être viré de la WCW. Vader signe alors un contrat avec la WWF. Et pas n'importe quel contrat. 750 000 $ de downside guarantee. C'est énorme pour l'époque. Ça veut dire que même s'il est blessé, il touche 700K minimum. Vince y croit. Et quand Vince lui propose de changer son nom en The Mastodon, Vader refuse. Il veut garder le nom qui a terrorisé le Japon et la WCW. Et Vince accepte. C'est rarissime. Vince McMahon ne laisse jamais un catcheur garder son ancien nom. Ça montre à quel point il croit au potentiel de Vader. Janvier 1996, Royal Rumble. Vader fait ses débuts. Sauf que Vader a un problème. Son épaule est en miettes. Il a besoin d'une opération. Mais il refuse de rater ses débuts. Il repousse la chirurgie. Il entre dans le Rumble au numéro 13. Et il fait exactement ce qu'on attend de lui. Il élimine 4 catcheurs, il domine, il fait peur. Il est éliminé par Shawn Michaels. Logique, c'est le héros du soir. Mais Vader refuse de partir. Il remonte sur le ring, il attaque tout le monde, y compris Michaels. Le message est clair, ce monstre ne respecte aucune règle. Le lendemain sur Raw, il détruit Savio Vega et les officiels de la WWF. Résultat, suspension en storyline. En réalité, il part se faire opérer de l'épaule. Un booking intelligent pour masquer la blessure. À son retour, il rejoint le camp Cornette avec Jim Cornette comme manager. Tout est en place. Et c'est là que la WWF commence à tout faire foirer. Le premier programme de Vader après son retour de blessure, c'est Yokozuna, qui est désormais babyface. Sur le papier, c'est un dream match. 2 colosses, 2 monstres, sauf qu'en réalité, Yokozuna est dans un état physique catastrophique. En 1993, il pèse 300 kg. 300 kg. Il peut à peine se déplacer. Chaque mouvement est un effort. Chaque match est une souffrance. La WWF tente de sauver la situation. Il crée un angle dans un 6-man tag. Vader, Owen Hart et le British Bulldog. Contre Yokozuna, Ahmed Johnson et Jake Roberts. Où Vader casse la jambe de Yokozuna pour l'envoyer perdre du poids. Mais quand le match final arrive à In Your House 8, Beware of Dog, c'est une catastrophe. Yokozuna ne peut rien faire. Le match est lent, il est lourd et il est décevant. Le public s'en fiche. Le momentum de Vader est mort. Des mois de crédibilité gaspillés dans un feud contre un homme qui ne pouvait physiquement plus catcher. Et pendant ce temps, tu sais ce qui se passe d'autre ? Les départs de Scott Hall et Kevin Nash déstabilisent tout le booking. Avant de lancer le programme avec Shawn Michaels, la WWF fait perdre du temps à Vader. On le met dans un match inutile contre Razor Ramon à In Your House 7. Un mec qui a déjà un pied en dehors de la compagnie.
Et au King of the Ring 1996, au lieu de faire gagner Vader pour le légitimer contre le prochain challenger au titre, ils le font perdre par disqualification contre Jake Roberts. Jake Roberts, c'est un vétéran. Il est en fin de carrière. Tu sais qui était dans ce même tournoi ? Steve Austin. Le mec qui allait devenir le plus grand catcheur de tous les temps. Est-ce que la WWF fait Vader vs Austin ? Non. Vader perd contre Jake Roberts. Le booking est incompréhensible. Malgré tout ça, la WWF a toujours le plan. Le grand plan. SummerSlam 1996. Vader vs Shawn Michaels pour le titre WWF. Et voilà le plan complet. Attention, c'est énorme. SummerSlam 1996. Vader gagne le titre. Survivor Series 1996. Vader conserve le titre. Royal Rumble 1997 à San Antonio, la ville natale de Shawn Michaels. Shawn récupère le titre dans le match parfait devant son public. 3 PPV, un arc narratif complet, un règne de champion pour Vader, une revanche légendaire pour Michaels. C'est du génie sur le papier. Mais pour préparer SummerSlam, Vader et Michaels font la tournée des house shows ensemble. Des matchs non télévisés, devant des milliers de fans dans tout le pays. Et voilà les résultats. Regarde. Vader perd. Vader perd, Vader perd, Vader perd et Vader perd chaque soir. Systématiquement. Match après match, ville après ville, le monstre le plus terrifiant du catch mondial, battu par Shawn Michaels tous les soirs. Et ce n'est pas un accident de booking. D'autres catcheurs dans la même situation, comme l'Ultimate Warrior avant lui, ont aussi fait perdre Vader en house show. C'est un système. Alors quand arrive SummerSlam, le public a déjà vu Michaels battre Vader des dizaines de fois. Où est la menace ? Où est le monstre invincible ? Comment tu peux croire que Vader va gagner le titre si tu l'as vu perdre déjà 50 fois ? 18 août 1996, SummerSlam, Cleveland en Ohio. Le main event, Vader contre Shawn Michaels pour le titre WWF. Malgré les défaites en house show, le plan est toujours en place. Vader doit gagner ce soir. Le règne commence ici. Le match commence et honnêtement, c'est un bon match. Les deux styles s'opposent parfaitement. Le monstre lourd et violent contre le showman rapide et technique. Le public est dedans. Mais il y a des tensions dès le départ. Avant le match, en coulisses, Shawn Michaels se plaint. Il dit que Vader est trop stiff, qu'il frappe trop fort. Il dit qu'il sent mauvais. Oui, il va jusque là. Il dénigre Vader personnellement. Et pendant le match, il y a un spot. Vader est au sol. Shawn Michaels monte sur la 3e corde pour un elbow drop. Il y a une miscommunication. Vader ne se positionne peut-être pas exactement au bon endroit. Un détail. Le genre de choses qui arrivent dans chaque match de catch. Et Shawn Michaels pète les plombs. En plein match, devant les caméras, devant 20 000 personnes, Shawn Michaels se met à crier sur Vader. Pas dans le kayfabe, pas pour le show. Il lui crie dessus pour de vrai. Et lui donne un coup de pied au visage. Pas un move, pas un spot. Un coup réel, par frustration, par ego. Et quand tu revois les images, le spot raté n'était même pas si grave. Plusieurs catcheurs qui ont revu le match disent qu'il aurait pu couvrir l'erreur facilement. Mais Shawn n'a pas voulu le couvrir. Il a voulu punir Vader. Vader, l'homme de 190 kg qui a fait trembler le Japon, qui a mis KO des adversaires pour de vrai, qui aurait pu briser Michaels en deux, les yeux fermés, ne dit rien. Il encaisse, il continue le match professionnellement. Shawn Michaels gagne. Le plan d'un règne de champion pour Vader meurt ce soir-là. Après SummerSlam, Shawn Michaels va voir Vince McMahon. Et voilà ce qu'il lui dit. Il ne veut plus travailler avec Vader. C'est terminé, fini. Il ne remontera plus sur le ring avec cet homme. Il dit que Vader est trop stiff, trop dangereux, trop désagréable. Et Vince cède, comme il a toujours cédé devant Shawn Michaels à cette époque. Le plan des 3 PPV annulé.
Le règne de champion de Vader à Survivor Series, enterré. La revanche légendaire de Michaels au Royal Rumble à San Antonio, oublié. Et tu sais qui prend la place de Vader dans cette storyline? Sicko Sid, c'est un mec qui ne sait pas travailler un match correctement, dont le talent est une fraction de celui de Vader, mais qui a un avantage décisif. Il ne dérange pas Shawn Michaels. Et voilà le truc. Voilà ce qui rend cette histoire absurde. La WWF a recruté Vader parce qu'il était stiff, parce qu'il était brutal, parce qu'il faisait peur. C'est exactement pour ça qu'ils ont donné 750 000 $. Et le champion du monde refuse de travailler avec lui. Parce qu'il est stiff, brutal et effrayant. La qualité qui a fait recruter Vader est exactement celle qui a détruit sa carrière à la WWF. Et il faut préciser une chose. Bret Hart lui-même a dit dans son livre qu'il n'aimait pas travailler avec Vader non plus, qu'il le trouvait unsafe. Mais la différence, Bret Hart ne va pas voir Vince pour exiger la destruction de la carrière de quelqu'un. Shawn Michaels, si. Après SummerSlam, c'est la descente aux enfers. Rapide, brutale, irréversible. Vader passe du main event au milieu de la carte. La WWF le met dans des programmes oubliables. Un feud avec l'Undertaker, qui produit quand même un très bon match au Canadian Stampede en 1997. Parce que Vader reste un travailleur exceptionnel, même quand le booking le détruit. Mais ensuite, un programme avec Goldust, un programme avec Mark Henry, du remplissage, de la figuration. En 1998, Vader affronte Kane à Over the Edge. Le moment le plus mémorable du match, Paul Bearer, qui porte le masque de Vader, c'est devenu une blague. Le Monster Heel, le plus terrifiant de sa génération, est réduit à un gag. Vader n'en peut plus. Il demande sa libération. Il quitte la WWF par pure frustration. Et tu sais ce qu'il fait après? Il retourne au Japon, à la All Japan Pro Wrestling. Et là-bas, immédiatement, il redevient champion. Il gagne le Triple Crown Championship. Le Japon savait que la WWF avait refusé de voir. Le 18 juin 2018, Léon White meurt à l'âge de 63 ans. À ce moment-là, il n'est pas au Hall of Fame de la WWE. L'homme qui a fait trembler 3 continents, qui a été champion partout où il est passé, qui a eu des matchs 5 étoiles au Japon, la WWE l'a traité comme un figurant. Et tout ça parce qu'un seul homme a décidé qu'il ne voulait plus travailler avec lui. Vader est la plus grande opportunité manquée de l'histoire de la WWF. Un Monster Heel parfait. Un travailleur capable de porter n'importe quel adversaire. Un athlète avec une agilité impossible pour sa taille. Un homme qui faisait peur pour de vrai. 750 000 $ de contrat. Un plan de 3 pay-per-view. Une place au sommet de la carte. Tout ça détruit par la politique, par l'ego, par le favoritisme. Shawn Michaels a saboté la carrière de Vader. Vince McMahon a laissé faire. Et la WWF a perdu un chapitre qui aurait pu être légendaire. Vader méritait mieux. Le catch méritait mieux. Voilà ce que la WWE te cache. Voilà l'envers du ring. Parce que dans cette même période, dans ces mêmes coulisses, une femme a brisé toutes les barrières du catch. Elle a affronté des hommes, elle a gagné l'Intercontinental Championship. Elle a changé les règles du jeu. Et la WWE l'a détruite. Méthodiquement, personnellement, professionnellement. Son nom, Chyna. Dans ce dossier classé, je t'ai révélé tout ce que la WWE te cache sur Chyna. Comment Triple H l'a trahi, comment la WWE a utilisé son passé contre elle, comment ils l'ont effacée de l'histoire, avant de pleurer devant les caméras quand elle est morte. 9 dossiers, 9 vérités, et un verdict que la WWE ne veut pas que tu entendes. Le lien est juste ici, clique dessus, parce que si le dossier Vader t'a choqué, celui de Chyna va te retourner. On se retrouve dans les coulisses et souviens-toi, la vérité est toujours dans l'envers du ring.